Et si la véritable frontière de l'Afrique ne passait plus par les barbelés, mais par la construction d'un simple immeuble? Vous imaginez, une carte où les frontières ne sont plus dessinées par les stylos des diplomates, mais par les bilans comptables de géants anonymes. Depuis des décennies, le monde regarde le Sahel et ne voit que la poussière rouge de la pauvreté, une terre qu'on dit maudite par la géographie. Pourtant, sous cette poussière, il y a une réalité dorée, presque inimaginable. En 2025, le Burkina Faso extrait 94 tonnes d'or. 94 tonnes, l'équivalent du poids d'un miracle, ou d'un aveu qu'on n'avait jamais voulu entendre. Mais alors, pourquoi le peuple reste-t-il parmi les plus pauvres de la planète? La tragédie n'est pas seulement dans la dureté du labeur des mineurs, dans leurs mains marquées, leurs poumons épuisés. Non, la tragédie, c'est la distance. La distance entre la richesse produite ici et le peu qui en reste pour ceux qui l'ont fait surgir de terre. Ce minuscule éclat d'or, arraché à l'obscurité, qui pour un père burkinabé représente la survie de ses enfants, vaut à peine un chiffre sur l'écran froid d'un conseil d'administration à Londres ou à Paris. Le paradoxe est cruel. Plus on extrait, plus la richesse s'évapore à l'étranger, et plus le pays, lui, patauge dans la stagnation. Et si ce système continue, si rien ne change, alors c'est tout le Sahel qui risque de voir ses enfants condamnés à la misère et à l'impuissance, pendant que d'autres, loin d'ici, s'enrichissent en silence. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est notre avenir, notre pouvoir de choisir notre destin, notre réputation sur la scène internationale, et surtout, les années de dignité qu'on gagne ou qu'on perd. Mais, et si, pour la première fois, les règles du jeu changeaient? Comment un petit groupe d'hommes, armés non pas de fusils mais de lois, a-t-il pu briser 60 ans de pillage légal et bouleverser la carte économique de l'Afrique? Entrons ensemble dans les coulisses de ce pillage savamment organisé et découvrons comment un seul homme a osé renverser la table. Pourquoi le rêve d'indépendance africaine a-t-il si souvent tourné à la farce administrative? Pourquoi, après tant de drapeaux levés, de constitutions signées et de discours enflammés, l'Afrique semble-t-elle encore prisonnière d'un système où la richesse s'évapore, où les promesses de prospérité se dérobent? Ce n'est pas une simple question d'exploitation, mais de mécanismes bien plus subtils, tissés dans les coulisses de l'économie mondiale. On parle souvent de l'Afrique comme d'un partenaire du Nord, mais la vérité est plus crue. C'est une relation de chaos organisé, où les règles sont écrites ailleurs et où les dés sont pipés dès le départ. Depuis des décennies, les multinationales s'imposent comme les vaisseaux amiraux de cette ingénierie du pillage. Leur arme? L'investissement étranger, oui, mais surtout l'art de l'optimisation fiscale. Derrière les mots rassurants de aide au développement ou de partenariat stratégique, on trouve des contrats opaques, des filiales en cascade, et cette mécanique froide qu'on appelle le prix de transfert. C'est simple. Une entreprise exploite une mine d'or, mais au lieu de déclarer ses profits au Burkina Faso, elle facture à sa propre filiale, basée à l'étranger, des frais de gestion astronomiques, ou revend le matériel à des prix gonflés. Sur le papier, il ne reste rien à taxer. Zéro profit, zéro impôt. La richesse quitte le pays sous forme de lignes comptables, légales, mais profondément immorales. Le résultat? Une économie fantôme. Des entreprises qui manipulent des milliards sans laisser la moindre trace réelle. Pas de siège permanent, pas de décideurs installés sur place, seulement des bureaux de liaison, des boîtes aux lettres et des intermédiaires anonymes. Ce sont des coquilles vides qui opèrent sans jamais respirer l'air du pays, sans jamais comprendre la vie quotidienne d'un Burkinabé. À Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso, pendant que les enfants vont à l'école avec des cahiers usés et que les familles cherchent l'eau potable, les milliards générés par le sous-sol s'envolent vers des paradis fiscaux. Ils disparaissent dans la liste noire des transferts illicites, dilués dans des astuces comptables qu'aucun citoyen ne voit, mais dont tous subissent les conséquences. Ce système, c'est l'histoire d'une dépossession silencieuse. Le vrai pouvoir ne se dispute pas au Parlement, mais dans l'opacité des chiffres, là où chaque ligne de bilan éloigne un peu plus la population de la richesse qu'elle a produite. Laisser ce système intact,
c'est accepter que la prospérité de demain appartienne à ceux qui n'ont jamais foulé la terre, qui n'ont jamais vu la sueur des ouvriers, ni entendu le bruit des pioches au petit matin. C'est offrir son avenir, sa fierté et sa réputation internationale sur un plateau d'argent. Mais un événement va bouleverser cet équilibre. L'arrivée d'un jeune capitaine en treillis, décidé à poser la question interdite, va tout changer. Et si la souveraineté ne se décidait plus dans les urnes, mais dans la poussière des chantiers? Imaginez une capitale où l'air porte, non plus l'odeur des vieilles compromissions, mais celle du béton frais et du fer forgé. C'est là, au cœur du Burkina Faso, que le capitaine Ibrahim Traoré a déclenché un séisme silencieux. Non pas en brandissant des slogans, mais en signant un décret dont la portée dépasse de loin les frontières du pays. Désormais, toute multinationale tirant des profits significatifs du sol burkinabé doit bâtir son siège social réel, ici, sur cette terre qu'elle exploite. Fini les boîtes postales et les adresses anonymes dans les paradis fiscaux. Place à la stratégie de souveraineté par le ciment. Désormais, chaque tour dressé à Ouagadougou devient un acte politique. Chaque étage élevé est le symbole d'un enracinement forcé. Votre richesse, vous allez la construire ici, avec nos bras, sous nos yeux, en partageant les fruits. Pour la première fois depuis des générations, le peuple assiste, ébahi, à une inversion historique. Les sociétés minières, longtemps fantomatiques, se voient contraintes d'installer bureaux, employés, infrastructures et de se soumettre à la fiscalité locale. Le choc est immédiat. Des milliers d'emplois naissent, non seulement dans les mines, mais dans la construction, la sécurité, la gestion, l'ingénierie. Les grues redessinent la silhouette de la capitale. Les ouvriers burkinabés apprennent de nouvelles compétences et les jeunes voient s'ouvrir devant eux des horizons inédits. La richesse ne s'évapore plus à l'aéroport, elle s'ancre dans la ville, dans les quartiers, dans les familles. Chaque brique posée, c'est une goutte de dignité retrouvée. Chaque fenêtre installée, c'est le reflet d'un pays qui commence à se voir tel qu'il est, capable, résilient, prêt à arracher sa part. Mais cette révolution ne se fait pas sans éclat. Les géants occidentaux n'abandonnent pas sans lutter. Dans l'ombre des ambassades, les menaces fusent, départs massifs, chantage à l'investissement, pression diplomatique. Les couloirs feutrés des sièges européens bruissent de rumeurs sur l'impossibilité logistique de la demande, sur le manque d'immeubles de standing à Ouagadougou, sur l'intangibilité des anciens contrats. Les dirigeants débarquent en jet privé, dossier sous le bras, pour expliquer, graphiques à l'appui, que ce que Traoré exige ne peut pas être accompli. Mais face à eux, ils trouvent un homme qui ne parle plus la langue des compromis quand il s'agit de la dignité nationale. Sa réponse claque, sans détour. S'il n'y a pas de place, creusez-la, comme vous l'avez fait pour l'or. À cet instant, le rapport de force bascule. Les multinationales comprennent que les anciennes menaces n'impressionnent plus. Si elles partent, le Burkina Faso est déjà prêt à affronter le silence, quitte à en payer le prix. Mais ce pari est risqué. Soit le pays gagne sa souveraineté et devient un exemple pour toute l'Afrique, soit les représailles économiques et politiques, orchestrées de l'étranger, peuvent l'étouffer avant même que ces nouvelles tours ne touchent le ciel. Reste une vérité. On ne s'achète pas un avenir sur promesse. Il faut le bâtir, bloc après bloc, même face au vent de la tempête. Mais ériger des tours, aussi hautes soient-elles, n'est qu'une étape. Car la bataille pour que la richesse du sol profite enfin à ceux qui y vivent va révéler une couche encore plus profonde. Quand on ferme la porte au pillage, découvre-t-on enfin la vraie richesse du sol? C'est la question brûlante qui traverse tout le Sahel aujourd'hui. Car, au-delà du cas burkinabé, c'est bien une onde de choc régional qui s'est propagée. L'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, n'est pas qu'une réunion de pays en crise. C'est un pacte inédit, plus jamais la division. Désormais, quand une multinationale tente de faire pression sur l'un, elle se heurte à la même résistance de tous. Les lois fiscales s'harmonisent, les exigences d'implantation deviennent la norme, et le jeu du diviser pour régner s'effondre. Avant, une menace de retrait à Ouagadougou ouvrait grand les portes de Bamako ou de Niamey.
Aujourd'hui, c'est un front commun verrouillé. Mais cet éveil ne se limite pas à un simple bras de fer diplomatique. Il révèle aussi un trésor insoupçonné, enfoui dans la terre et dans les décombres des vieilles exploitations minières. Des ressources stratégiques, terres rares et lithium, longtemps considérés comme des sous-produits, sont soudain reconnus comme le cœur de la prochaine révolution industrielle mondiale. Et pour cause, sans ces minerais, il n'y a ni batteries, ni voitures électriques, ni transition verte. Hier, ces richesses partaient incognito, disséminées dans les déchets miniers exportés à bas prix. Aujourd'hui, chaque gramme éveille la vigilance populaire. Ce n'est plus la résignation muette des années passées, mais une colère constructive qui s'exprime. La jeunesse descend dans la rue, exigeant que la manne minérale serve l'éducation, l'eau, l'électricité, et non les dividendes de l'étranger. C'est là que la mémoire de Sankara ressurgit, plus vivante que jamais. Beaucoup voient dans ce tournant le moment historique longtemps promis, celui où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une réalité tangible. Les fantômes du passé colonial, les promesses trahies de développement par l'endettement, tout cela pèse dans l'atmosphère. Mais l'audace de Traoré, c'est d'avoir refusé le script occidental. Pas de nouveaux prêts toxiques, pas de mendicité sous condition. À la place, il mise sur la diversification, sur la concurrence des partenaires étrangers pour replacer son pays et, avec lui, le Sahel, au centre de la table des négociations mondiales. Évidemment, cette rupture ne se fait pas sans résistance. Là où l'économie recule, la menace change de visage. L'insécurité devient un outil, la déstabilisation interne se fait plus insidieuse, les sabotages se multiplient. On parle de mystérieuses poussées d'insurrection qui éclatent pile au moment où de nouvelles lois minent les avantages des entreprises étrangères. Les ennemis d'hier changent de masque, mais leur objectif reste le même, empêcher l'Afrique de s'approprier l'avenir industriel qui lui tend les bras. Ce qui se joue ici, c'est bien plus que des querelles de contrats, c'est l'avenir énergétique du continent. Si le Burkina, le Niger et le Mali laissent filer leur lithium, leurs terres rares, alors la révolution verte, celle qui doit transformer le destin africain, se fera sans eux. Mais si, à l'inverse, ils parviennent à imposer leurs règles, à transformer la dépendance en levier de dignité, alors c'est toute la donne mondiale qui pourrait changer. Et tandis que les élites locales, longtemps complices dans l'ombre, voient leur marge de manœuvre se réduire, la population, elle, prend conscience que chaque tour de verre érigé dans la capitale est une victoire sur la fatalité. Désormais, les multinationales ne sont plus des spectres anonymes. Elles sont enracinées, visibles, redevables. Mais ce n'est pas la fin du combat. Car si la révolution de Traoré a bousculé l'ordre extérieur, elle doit maintenant affronter un ennemi plus sournois, tapi au cœur même de la nation, les fantômes intérieurs. Chaque brique posée est-elle une victoire sur l'histoire ou une simple étape sur un chemin plus long? C'est la question qui hante les rues de Ouagadougou, tandis que les tours s'élèvent et que la poussière du passé peine à retomber. Mais la vraie révolution ne se mesure pas seulement à la hauteur des immeubles flambant neufs, ni au nombre de sièges sociaux inaugurés. Non, la véritable transformation se joue dans les mentalités, dans ce regard nouveau que les Burkinabés portent sur leur pays et sur eux-mêmes. Ce changement profond, il commence par la dissolution des anciennes élites. Ceux qui, hier encore, servaient de passeurs d'intérêts étrangers, sont aujourd'hui écartés. Les fameux middlemen, ces courtiers de l'ombre qui prenaient leur commission alors que la richesse du pays s'envolait en avions cargo, voient leur monde disparaître. Pour eux, la loi sur la présence réelle, imposant aux multinationales de sortir de l'anonymat et de s'ancrer physiquement, sonnait comme une menace existentielle. Mais pour le peuple, c'est une victoire inespérée contre la corruption et les deals secrets, une brèche ouverte dans le mur des compromissions. Là où autrefois régnait la résignation, on voit surgir l'audace. Les jeunes n'attendent plus les promesses venues d'ailleurs. Ils bâtissent, ils contrôlent, ils exigent des comptes. La confiance, si longtemps absente, commence à se reconstruire brique après brique. En forçant les géants à investir dans la durée, à afficher leur nom sur les tours, le Burkina Faso ne leur laisse plus le choix. Leur succès dépend désormais de la stabilité et de la prospérité du pays.
Ce n'est plus une extraction, c'est une cohabitation, surveillée, exigeante, mais fière. Et le symbole est fort. Quand un villageois de la brousse voit surgir une tour au nom du pays, il ne voit pas qu'un bâtiment. Il y lit la fin d'une ère où tout se décidait loin de lui, dans des langues étrangères, à des kilomètres de sa réalité. C'est une leçon gravée dans la pierre. La dignité ne s'achète pas, elle se conquiert. Mais il y a aussi une leçon plus subtile, plus lourde de conséquences. La souveraineté n'est jamais acquise. Elle exige vigilance, unité et courage à chaque génération. Les nouveaux venus, formés à la gestion, au droit, à la diplomatie, savaient qu'il suffit d'un instant de relâchement pour que le vieux système tente de revenir par la fenêtre. La course à la dignité n'est pas un sprint, c'est un relais où chaque main doit tenir la flamme sans jamais la laisser s'éteindre. On le voit aussi ici, dans cette communauté qui nous réunit au-delà des frontières. Chaque commentaire, chaque remerciement, chaque partage est un acte politique. Ensemble, nous faisons de cet espace un pont de solidarité, un laboratoire d'idées, où la fierté africaine se nourrit des succès, mais sait aussi regarder en face les cicatrices du passé. Alors, que vous soyez à Ouagadougou, à Londres ou à New York, souvenez-vous, chaque voix compte, chaque main tendue rapproche l'Afrique d'elle-même. C'est dans ce mouvement, cette vigilance partagée, que l'on forge la confiance et que l'on transforme la fierté collective en force concrète. Mais le combat n'est pas fini. À l'heure où le monde entier observe, que sera le prochain chapitre de cette insurrection silencieuse? Le seul destin réel est celui qu'on ose construire. La prochaine ligne sur la carte vous appartient. C'est ça, la leçon du Burkina Faso aujourd'hui. Face à la tentation de croire que tout est écrit d'avance, que la fatalité de la dépendance est une malédiction, la révolution menée par le capitaine Ibrahim Traoré donne une leçon à toute l'Afrique. Il n'y a pas de fatalité, seulement des moments où un peuple décide de changer le scénario. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'un mouvement. Les tours qui s'élèvent à Ouagadougou ne sont pas que des symboles, ce sont les balises d'une nouvelle ère. Pour la première fois, des multinationales qui n'avaient laissé que des trous dans le sol doivent désormais laisser aussi leurs empreintes dans la ville, dans la vie quotidienne, dans la dignité retrouvée. Mais attention, tout cela reste fragile. Rien n'est jamais acquis. La fenêtre historique qui s'est ouverte pourrait, si personne ne prend la relève, se refermer. Et si elle se referme, l'ancien ordre, celui des contrats opaques, des profits qui s'envolent et des promesses jamais tenues, s'empressera de reprendre sa place. L'histoire n'attend pas les spectateurs. La dignité d'un pays ne se gagne pas une fois pour toutes. Elle se protège, elle se renouvelle, elle s'impose jour après jour, quand chacun, à sa place, prend la mesure de ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est plus qu'un simple combat économique. C'est l'argent, oui, celui qui a trop souvent filé vers d'autres cieux. C'est le pouvoir de décider comment cette richesse transformera des écoles, des routes, des vies entières. C'est la réputation, la façon dont le Burkina Faso et, à travers lui, l'Afrique, est regardée sur la scène du monde. Non plus comme un terrain de chasse pour les puissants, mais comme un acteur qui impose ses règles, qui oblige les autres à se montrer, à négocier à découvert, à investir pour de vrai. Mais c'est aussi, surtout, une question de temps. Du temps perdu à attendre que d'autres décident, ou du temps gagné à construire, à inventer, à oser. La révolution de Traoré n'a pas simplement rapatrié de l'or, elle a ramené l'espoir. Elle a brisé le mythe de l'impuissance africaine. Elle a montré que les outils du capitalisme global, fiscalité, urbanisme, diplomatie, ne sont pas l'apanage des autres. Ils peuvent devenir les instruments de notre fierté, de notre indépendance. Mieux, ils peuvent transformer la prédation en ancrage. Désormais, une entreprise qui exploite ici doit s'investir ici, doit s'exposer ici, doit porter son nom, son histoire et sa responsabilité devant ceux qu'elle emploie, devant ceux qu'elle doit servir. Pour vous qui regardez, la question devient personnelle. Qu'allez-vous faire de cette énergie nouvelle? Allez-vous laisser la page se refermer ou bien y ajouter votre signature?
Allez-vous vous contenter de l'indignation du passé ou rejoindre le chantier du futur? Le monde entier observe le Burkina Faso, pas pour sa taille, mais pour son courage. C'est un petit pays qui a fait trembler de vieux empires, qui a rappelé à tous que le pouvoir ne se donne pas, il se prend, il se défend, il se construit collectivement. Si personne ne prend la relève, si chacun se contente d'applaudir en silence, alors les spectres reviendront, masqués, prêts à effacer cette avancée. Mais si chacun ajoute sa voix, son action, son exigence, alors la ligne tracée par Ibrahim Traoré sera indélébile, non seulement sur la carte économique, mais dans l'imaginaire de toute une génération. C'est maintenant que tout se joue. La richesse du pays, son avenir, mais aussi son image, sa fierté, sa capacité à reprendre la main. Ne laissez pas ce moment devenir un simple souvenir ou un titre d'actualité oublié. Partagez, débattez, construisez. Abonnez-vous à Africa Unchained, pas comme un clic de plus, mais comme l'engagement de suivre, de comprendre, de prolonger cette transformation. Car la prochaine étape ne sera pas juste la suite d'un récit. Elle pourrait bien redéfinir votre vision du monde et faire de vous aussi un acteur de l'histoire africaine.